Avant de commencer, je sais que beaucoup de noms de Frieren proviennent de l'allemand, alors je m'excuse par avance pour tous les noms que je vais écorcher. Nous faisons la connaissance d'un groupe de compagnons accueillis en héros à leur retour triomphant face au roi démon. Il y a Emel, le brave, Aether, le prêtre, Aizen, le guerrier, et Frieren, la mage. Grâce à eux, la paix est de retour. Nos amis ont combattu côte à côte durant 10 années. Pour clôturer cette épopée, nos amis assistent à une pluie de météorites qui n'apparaît que tous les 50 ans. Frieren leur propose alors de se retrouver dans 50 ans afin de les amener voir cette même pluie de météorites depuis un endroit encore plus beau. Frieren part de son côté afin de sillonner la région à la recherche de nouveaux sorts. 50 ans se sont écoulés. Frieren rejoint ses anciens compagnons comme convenu pour assister à la pluie de météorites. À la fin de ce spectacle époustouflant, Himmel le Brave s'en est allé, finissant sa vie comme il l'a vécu, heureux. 20 années se sont écoulées depuis la mort d'Himmel. Frieren rend visite à Aether, le prêtre. Elle y rencontre une orpheline nommée Fern, qui possède le potentiel pour devenir mage. Aether confie à Frieren un ouvrage parlant de sorts capables de ressusciter les morts, voire de donner l'immortalité. Il lui demande de le déchiffrer et en échange d'aider Fern à parfaire sa magie. Plus de 4 années se sont écoulées. Frieren est parvenu à déchiffrer l'ouvrage et Fern a fini son apprentissage. L'ouvrage en question n'apprend pas à obtenir l'immortalité ou encore à ressusciter les morts. Aether s'en doutait déjà, mais il a vu là une occasion pour que Frieren veille sur l'apprentissage de Fern. Aether s'en va à son tour, comme promis, Frieren verse du torboyau sur sa tombe, puis s'en va en compagnie de Fern. Elle continue à apprendre de nouveaux sorts, qu'ils aient une grande utilité ou non. Elles se rendent toutes les deux à la prison de Quall, l'un des plus puissants démons au service de l'ancien roi démon. Le sceau est sur le point de disparaître, alors Frieren est sur le point de le retirer pour en finir avec Quall. Avant cela, elle perfectionne les sorts de protection à Fern, pour qu'elle puisse parer le sort le plus puissant de Quall, appelé Zoltrak. Ce sort transperce toutes les armures anti-magie et boucliers quelconques. C'est pour cela que Frieren l'a scellé, laissant le temps aux mages les plus assidus à trouver des solutions pour contrer le Zoltrak. 80 ans se sont écoulés depuis le sceau posé sur le démon Quall. Frieren le libère, Fern encaisse son attaque, laissant le temps à Frieren de lancer son sort pour le terrasser une bonne fois pour toutes. Frieren et Fern rendent visite ensuite à Aizen, le guerrier. Il est le dernier encore vivant de leur groupe d'aventuriers, devenu héros pour avoir terrassé le roi démon. Aizen lui demande son aide pour retrouver le grimoire du mage Flame. Elle était la maîtresse de Frieren. À l'intérieur du grimoire, il existerait un sort permettant de communiquer avec les morts. Aizen pense que Frieren aimerait discuter de nouveau avec Himmel, le brave. Ils parviennent à le retrouver. À l'intérieur, Flame y raconte qu'elle a trouvé Auréole, appelée également Paradis, qui rassemble les âmes des défunts aux confins des contrées du Nord. Cet endroit se trouve à Ende, la région où réside le château du roi démon. Cela avait pris 10 ans pour Frieren et ses compagnons, le voyage s'annonce donc long. Aizen lui conseille de contacter son apprenti nommé Stork, si elle a besoin d'un protecteur durant son périple. Il habite un village près des gorges de Rigol, c'est sur le chemin en direction des contrées du Nord. Frieren et Fern s'y rendent, elles tombent sur un dragon solaire dans la forêt tout près du village. Dans son nid se trouve un grimoire possédant un sort que recherche Frieren. Elles se rendent donc au village pour rencontrer Stork. Elle lui demande son aide sous conseil de son maître Aizen. Il accepte et parvient à sa grande surprise à terrasser seul le dragon solaire qui menaçait le village. Stork possède une puissance hors du commun, comme l'avait dit son maître à Frieren. Ils reprennent ensuite ensemble la route en direction du nord. Nos amis arrivent à la ville de Granat, où sont présents des démons émissaires de paix. Frieren, ayant combattu les démons durant des années, connaît leur puissance et n'hésite pas à dégainer son bâton de mage pour les éliminer, mais les gardes de la ville l'arrêtent. Elle est emmenée en geôle car elle ignorait qu'il s'agissait d'émissaires de paix. Par expérience, elle sait que les démons n'ont appris la langue des humains uniquement pour les duper et que tôt ou tard, cette ville sombrera sous leurs mains. Ils viennent d'une démon, Aura la guillotine, l'une des 7 sages du chaos. Frieren, Aizen, Aether et Himmel avaient supprimé la quasi-totalité de son armée il y a 80 ans, mais il se trouve qu'elle est parvenue à reformer une armée. Elle se bat contre la ville de Granat depuis des années et souhaite désormais signer un traité de paix. En réalité, les émissaires de paix envoyés par Aura, que sont Lugner, Lini et Drat, veulent la paix pour que la barrière qui entoure la cité soit abaissée. Une fois cela fait, l'armée d'Aura n'aura alors plus qu'à exterminer toute la ville. En parlant de Drat, l'un des émissaires, il est parti à la rencontre de Frieren dans les geôles pour l'éliminer.
En croisant son regard, Lugner a compris qu'elle pouvait être un obstacle pour eux. Drat arrive dans sa cellule en éliminant le garde posté devant sa porte. Il utilise un filin démoniaque pour étrangler Frieren, mais cette dernière concentre son mana au niveau de son cou pour résister à son étranglement et lui coupe son bras. Elle lui saute ensuite dessus pour l'achever. Une fois fait, elle peut désormais sortir de sa cellule, mais le corps de Drat n'est plus. Étant un démon, il a été réduit en poussière. Frieren sait qu'elle sera instantanément accusée d'avoir tué le garde. Elle décide de quitter la ville en prenant soin de compter sur Fern et Stork pour tuer les deux émissaires restants, à savoir Lugner et Lini. Il s'infiltre au sein de la demeure où réside le comté Granat, retenu en otage par Lugner. Stark pénètre dans la pièce, mais Lugner et Lini arrivent à leur tour. Stark parvient à occuper l'attention des deux émissaires pour permettre à Fern de lancer une violente attaque contre Lugner que l'on connaît bien, le Zoltrak. Lugner n'est pas touché mortellement, mais cela permet à nos amis de prendre la fuite. Ils sont vite rattrapés par Lugner et Lini. Fern affronte Lugner tandis que Stark s'occupe de Lini. Lugner, avec son air hautain, pense sa victoire acquise, mais il se rend vite compte que Fern possède une quantité de mana impressionnante et que les sorts qu'elle utilise sont extrêmement rapides. Il ne parvient pas à la toucher. De son côté, Stark galère beaucoup plus. Lini adopte le même style de combat que son maître Aizen, car elle a la faculté de mémoriser les styles de combat qu'elle a pu observer. Grâce à sa ténacité, Stark se relève et encaisse l'un des coups de Lini pour en profiter à lancer son attaque rapide qui la tranche en deux. Lini est battue, ainsi que Lugner qui prend de plein fouet le sort Zoltrak de Fern. On apprend que Flame, la professeure de Frieren, lui a appris essentiellement à canaliser son mana apparent, à dissimuler sa pleine capacité pour faire croire aux démons que son mana n'est pas impressionnant, afin de les surprendre lors du combat. Ainsi face à Aura, qui utilise la balance de l'obéissance pour tenter de prendre le contrôle de Frieren si son mana lui est supérieur. Frieren libère sa réserve de mana, ce qui fait pencher la balance d'Aura de son côté. Ainsi elle peut contrôler les mouvements d'Aura et lui demande de se trancher la tête. La ville est désormais sauvée. Pour la récompenser, le comté de Granat lui offre ce dont elle désire. Frieren choisit le grimoire signé Flame, apprenant le sort qui a permis de créer la barrière autour de la ville, empêchant l'armée d'Aura de l'envahir. Le comté la met en garde. Se rendre à Ende, où se trouve le château démoniaque, requiert un mage de premier niveau pour pouvoir s'y déplacer librement. Or, malgré la puissance de Frieren, elle n'a jamais respecté les protocoles. Elle ne dispose d'aucun document certifiant de son niveau. Elle peut passer un examen pour obtenir ce diplôme dans une ville située sur leur chemin, à Oshurst. Nos amis reprennent la route et font face à une tempête de neige. Ils trouvent un chalet pour se réchauffer avec un elfe à l'intérieur, Kraft le moine. Tous les cadres vont passer quasi 6 mois à vivre ensemble, le temps que l'hiver passe, puis leurs chemins se séparent. Ils vont se rendre au village de l'épée, où se trouve, comme le nom du village l'indique, l'épée destinée aux héros, qui vaincra les démons. Contrairement à la légende, Himmel n'a pas réussi à retirer l'épée, il a utilisé une copie. C'est l'anniversaire de Stork, Frieren lui offre un steak, symbole de remerciement pour un guerrier qui a tout donné. Pas mal. Par la même occasion, on apprend que sa famille a été tuée par une attaque de démons, et que son frère Stoltz, le seul ayant été gentil à son égard, lui a demandé de fuir, de survivre à tout prix. Nos aventuriers arrivent dans un petit village où ils font la rencontre de Sain, un prêtre qui ressemble étrangement à Aether, dans ses habitudes. Il aime l'alcool, le tabac et jouer aux jeux d'argent. Frieren le convainc de l'emmener avec eux pour qu'il réalise son rêve de môme, partir à l'aventure avec son ancien ami, parti il y a 10 ans. Il compte bien le retrouver en faisant un bout de chemin avec Frieren, Fern et Stark. Ils se rendent dans les contrées du nord et en profitent pour visiter un village sur leur chemin. C'est l'anniversaire de Fern, mais cette dernière fait la tête à Stark, qui n'a pas de cadeau à lui offrir. En réalité, il voulait parcourir les commerces avec elle pour qu'ils choisissent ensemble son cadeau. Sous les conseils avisés de Sain, Fern s'excuse auprès de Stark et ils cherchent ensemble son cadeau d'anniversaire. Ce sera un bracelet. Comme à leur habitude, de petites péripéties touchent nos aventuriers. Ils parviennent à vaincre un monstre qui endormait les villageois pour aspirer leur mana et arrivent à la dernière grande ville avant d'atteindre Oshurst, la citadelle de Vorig. Le seigneur Orden souhaite confier une mission à Stark. Son fils est mort lors d'une bataille et dans 3 mois a lieu un bal rassemblant les nobles du coin. Il souhaite que Stark prenne la place de son fils le temps du bal, lui ressemblant comme 2 gouttes d'eau. Cela permettrait de conserver le moral aux soldats ainsi qu'à la population, qui ignore que le jeune prince est mort. La bourse de Frieren étant vide, nos amis acceptent. Fern participe également à l'apprentissage de l'art de vivre du royaume. Elle sera la cavalière de Stark.
Cela rappelle quelques souvenirs à ce dernier, lui qui se donnait du mal pour être remarqué par son père qui n'avait Dieu que pour son frère aîné. La mission se déroule parfaitement bien, nos amis ayant les poches pleines reprennent leur route. Ils traversent la région de Clar, où se trouve le vieux Vol, un nain qui défend le village où vivait sa femme depuis qu'elle est morte. Frieren et nos amis profitent d'une pause d'une semaine pour permettre justement à Frieren d'échanger les souvenirs avec le vieux Vol, et ça permet aussi à Stark de s'entraîner. Nos amis reprennent toujours la route en direction d'Aussert. Sain interroge les villageois qu'il croise pour retrouver la trace de son ami d'enfance, qui lui avait proposé de partir à l'aventure que l'on surnomme le gorille. Il réussit à obtenir une piste. Il serait parti en direction de la ville de Tur. Le problème, c'est que la ville est située à l'est d'Aussert. Ça représente un gros détour pour nos amis. Avant qu'ils ne se séparent, nos amis se reposent en raison d'un violent blizzard qui vient de se réveiller. Ils se trouvent dans Leofen, des montagnes enneigées où le blizzard y est fréquent. Un mois s'écoule alors, le bon temps est de retour. Le chemin se sépare pour Sain et les autres. Il prend la route en direction de Tur, tandis que nos amis continuent à se rendre en direction d'Aussert pour passer l'examen de mage de premier niveau. À marcher dans le froid durant de longues semaines, Fern finit par avoir de la fièvre. Frieren et Stark s'occupent de trouver des herbes médicinales afin de lui préparer une soupe pour la remettre sur pied au plus vite. Fern est désormais rétabli, nos trois amis arrivent à la ville mage à Aussert. Frieren et Fern vont enfin pouvoir tenter de passer l'examen de premier niveau. Il y a 57 candidats, 19 groupes de 3 sont formés. Fern et Frieren ne sont pas dans le même groupe. Pour la première épreuve, chaque groupe dispose d'une cage et doit trouver une style, un petit oiseau avant le coucher du soleil au lendemain. Frieren fait équipe avec 2 autres filles, Lavigne et Canet, 2 amies d'enfance qui se sont connues à l'école de magie. Elles ne font que se chamailler mais ont une bonne coordination lorsqu'il faut agir. La nuit tombe, nos amis se reposent pour tenter à nouveau d'attraper une style demain, avant le temps imparti. Le lendemain, Frieren propose une stratégie à son groupe pour pouvoir attraper cette style. On sait que cet oiseau est capable de repérer depuis plusieurs dizaines de mètres un individu dans son champ de vision. Il ne se rend pas aux endroits où le mana est présent. Il peut voler à la vitesse du son également et possède des plumes robustes. Lavigne, maîtrisant la glace, elle lui demande de geler entièrement le lac au centre de la zone d'examen. Canet, quant à elle, met un peu de mana dans tous les petits étangs ou points d'eau qu'elle croise afin d'empêcher les styles de s'y abreuver. L'objectif est d'éliminer le plus de points d'eau possible afin d'attendre à un point d'eau décidé par Frieren qu'une style y vienne pour boire. Cela finit par payer, le groupe de Frieren obtient sa style, mais un autre groupe n'attendait que ça afin de tomber en embuscade pour se procurer leur style. Il s'agit du groupe constitué de Denken, Richter et Laufen. En parlant de groupe, celui de Fern composé d'Hubel et Land également détient déjà sa style depuis le premier jour. Un autre groupe, celui formé de Wirbel, Scharf et Ere, leur saute dessus dans le but également de voler leur style. Hubel utilise une magie idéale pour l'assassinat. Elle peut trancher tout ce qui se trouve à 5 mètres d'elle. Anticiper ses mouvements relève de l'exploit. Elle fait face à Wirbel qui, quant à lui, possède un sort qui immobilise Hubel. Il ne lui reste alors plus qu'à l'achever, mais Fern intervient juste à temps. Wirbel est surpris qu'elle ait réussi à vaincre Ere et lui demande si elle l'a tué, question à laquelle Fern répond par l'affirmation. Wirbel ne voit plus l'intérêt de poursuivre le combat si un membre de son équipe est absent. Même en possédant une style, il ne peut pas valider l'épreuve. Il retourne voir sa camarade et il comprend qu'il s'est fait avoir. Ere n'a pas été tuée, elle est juste inconsciente. Il tombe également sur le troisième membre de son équipe, Scharf, qui lui aussi s'est fait surprendre par une technique d'illusion utilisée par Land. Ere et Scharf étant dans l'incapacité à se déplacer, c'est donc Wirbel qui s'occupe de les porter à travers la forêt. Coup du destin, il tombe face à une style. Wirbel utilise alors son sort d'immobilisation pour la capturer. Coup de bol. Du côté du groupe de Frieren, le combat qui s'apprête à s'engager semble compliqué. Laufen a volé la style de Frieren en utilisant un sort d'accélération. Pour ne pas qu'elle la suive, Denken et Richter apparaissent devant elle. Richter s'occupe de Lavigne et Canet, tandis que Denken se charge de Frieren. Avant d'engager le combat, Richter nous apprend que devenir un mage de premier niveau permet d'obtenir le sort que l'on désire à l'archimage Seri, qui connaît quasi la totalité des sorts. Le combat opposant Richter face à Lavigne et Canet débute. Grâce à son sort, Bargland, Richter a élevé à plusieurs centaines de mètres une large zone de la forêt, emportant avec lui Canet et Lavigne. Canet, utilisant la manipulation de l'eau, ne dispose ainsi plus d'aucune source pour utiliser sa magie. Il ne reste alors que Lavigne, qui utilise des sorts de glace, mais cela fait très peu face à Richter, qui maîtrise la terre. Il peut à la fois se défendre efficacement et attaquer à distance. De plus, son expérience parle pour lui, il est beaucoup plus à l'aise au combat.
Les filles sont donc dans une impasse, mais un événement pourrait bien leur venir en aide. De son côté, Frieren engage le combat face à Denken. Elle possède une quantité de mana astronomique, au point que Denken commence, lui, à voir sa réserve de mana diminuer rapidement. Il souhaite en finir le plus vite possible. Il utilise alors un sort de feu puissant appelé Valgose. Mais celui-ci n'a aucun effet face à Frieren qui a créé une barrière autour d'elle. Il tente une dernière attaque avec Catastravia, qui envoie des projectiles de lumière sur Frieren. Elle encaisse toutes les attaques sans rien subir comme dégâts. Elle se permet même de contre-attaquer en même temps. Dans un soupçon d'inattention, Frieren s'approche de Denken pour lui porter le coup de grâce. Denken s'avoue alors vaincu. Reste à savoir où se trouve Laofen. Pour la faire sortir de sa cachette, Frieren menace de tuer Denken. Bah ouais, le coup classique. Laofen mise sur sa rapidité pour sauver Denken et s'enfuir loin de Frieren. Mais aussitôt qu'elle s'est mise à bouger, Frieren la retrouve. Elle les immobilise tous les deux contre un arbre. Nous reste alors plus qu'à s'occuper de Richter. Pour donner un coup de pouce aux deux filles, elle détruit la barrière qui entoure la zone de l'épreuve. La pluie tombe désormais dans la zone où se trouve Kané. Dorénavant, elle dispose d'une quantité d'eau infinie. Elle envoie une énorme attaque aqueuse, Rims 3, contre Richter qui se voit dans l'incapacité d'esquiver. Le groupe de Denken est ainsi vaincu. Pour autant, ce dernier refuse d'abandonner l'épreuve, malgré que tous les trois n'aient plus une once de mana. Son but est simple, trouver un autre groupe pour voler leur style. Denken et Richter repèrent un groupe de 2 personnes seulement. Leur troisième compagnon a trouvé la mort durant l'épreuve. Denken propose à Richter de l'accompagner pour faire parler leurs points afin de subtiliser leur style. La fin de l'épreuve sonne. 6 groupes sont parvenus à se qualifier pour l'épreuve suivante, soit 18 mages. Tous les candidats se reposent, Stark est même mobilisé par Virbol pour une mission de chasse. Tout le monde reçoit ensuite une missive leur indiquant l'endroit, l'heure et l'examinateur de l'épreuve suivante. Elle tombe sur Sensei. Elle a supervisé 4 épreuves dans le passé, dont aucun candidat n'est parvenu à valider. La deuxième épreuve a lieu dans un donjon, celui du tombeau des rois déchus. Sensei, l'examinatrice, connaît sa réputation, mais selon elle, elle est infondée. Si personne ne parvient à réussir ces épreuves, c'est que personne n'est digne d'être un mage de niveau 1. Le principe ici est simple, atteindre la salle la plus profonde du donjon. Chacun se voit remettre un flacon contenant un golem de fuite. Si jamais un danger ou une blessure empêche un candidat de poursuivre, il peut briser ce flacon et un golem apparaît pour le faire sortir du donjon. Dans tous les cas, le flacon se brisera le lendemain, à la fin de l'épreuve. Denken propose aux mages de faire équipe pour avoir plus de chances de réussir l'épreuve. Personne n'est jamais ressorti de ce donjon, mais à plusieurs, les chances de remporter cette épreuve augmentent. De plus, aucune compétition n'a lieu durant cette épreuve. Le but étant uniquement d'atteindre la dernière salle. L'équipe de Virbol ne change pas, accompagnée d'Ere et Scharf. Le groupe pénètre d'ailleurs le donjon. Fern et Frieren partent ensemble, accompagnés de Sensei, qui pense que leur groupe atteindra la salle en premier. Kané et Lavigne font équipe ensemble. Yubol et Land restent ensemble également. Au final, Denken reste avec son groupe, autrement dit, Laofen et Richter. Méthode et Edel les accompagnent. À l'intérieur du donjon, différents pièges ont été posés. La première à en faire les frais se trouve être Edel, qui se trouve coincé dans une pièce dont les murs composés de pics se rapprochent d'elle. Denken tente de détruire le mur à l'aide d'un puissant sort, mais rien n'y fait. Il lui demande alors d'utiliser son flacon pour sortir du donjon, ce qu'elle fait. Les autres candidats s'en sortent très bien. Frieren, fidèle à elle-même, tombe dans les pièges des mimiques, en espérant y trouver un grimoire rare. Le groupe de Virbol finit par tomber dans une salle où des clones d'eux-mêmes les attendent. Le même piège se trouve face aux différents groupes, mais celui de Denken doit faire face à un adversaire de taille, puisqu'il s'agit du clone de Frieren. Ces clones puisent dans la mémoire de ceux ayant pénétré le donjon. Ils possèdent ainsi leur mana, leur puissance. Le combat s'engage alors, mais Denken comprend très vite qu'ils ne font pas le poids face à elle. Ils prennent la décision de sortir de la salle et de réfléchir à une stratégie. Pour le groupe de Virbol, Scharf et Ere, ils font face à leur double. Il semble que ces clones ne réfléchissent pas en termes tactiques, coopération. Virbol en profite pour attaquer à répétition le plafond qui se trouve au-dessus d'eux, afin qu'il s'écroule sur eux. Le groupe d'Edel, Dunst et Blay sont dans une situation bien plus compliquée qu'eux. Ils font face au clone de Sensei, l'examinatrice de cet examen. Edel est issue d'un clan spécialisé dans la manipulation. Elle sait que la puissance de ce clone est gigantesque, mais demande à Dunst et Blay de gagner 15 secondes, le temps qu'il lui faut pour la manipuler, ne serait-ce que pour lui faire plier le genou. Le combat s'engage alors. Face aux attaques de Sensei, ils adaptent une défense à 360 degrés.
Edel réussit à croiser le regard de Sensei, condition requise pour lancer son sort de manipulation, mais elle se fait transpercer par l'un des cheveux de Sensei. Cette dernière ne possède pas de cœur, il lui est alors impossible de la manipuler. Face à sa blessure, elle demande à ses deux compagnons de s'enfuir en essayant de rejoindre un autre groupe. Quant à elle, elle utilise son golem de pierre pour fuir le donjon. Du côté de Land et Hubble, ils sont dans une impasse. Près d'eux se trouve le clone d'Hubble justement, avec en sa possession le golem de terre de Land. Elle lui a subtilisé en l'attaquant par surprise, lui tranchant le torse par la même occasion. Étant gravement blessé, Hubble se sent obligé d'attaquer seul afin de récupérer son golem de terre. Elle fonce alors face à son clone, donnant lieu à un combat plus qu'équilibré, mais cela faisait partie du plan d'Hubble. Land, le véritable Land je veux dire, passe par la porte pour venir en aide à Hubble, qui est immobilisé par le Sorganel du clone. Ce dernier se retourne alors pour faire face à Land, mais quitte de vue Hubble, ce qui lui permet de se dégager du Sorganel pour la tuer. Elle savait que le Land, blessé grièvement, n'était qu'un faux. D'ailleurs, le golem de terre détenu par le Spiegel disparaît. Frieren, Fern et Sensei continuent leur exploration du donjon en prenant le temps de tout bien observer. Frieren découvre une pièce secrète, puis reprend la route jusqu'à atterrir face au groupe de Denken, posté devant la porte menant à la salle où réside le clone de Frieren. Denken lui demande si elle a une stratégie pour faire face à ce problème. C'est alors que Fern prend la parole. Elle pense pouvoir la terrasser en termes de puissance. Dunst, l'un des mages qui était avec Edel et Blay, arrive à l'antichambre, la pièce où se trouvent tous les mages réunis. Il est grièvement blessé, mais Méthode a des connaissances dans le domaine de la guérison. Elle s'occupe alors de ses soins. Il explique qu'ils ont affronté le double de Sensei, mais face à sa puissance, Edel a dû sortir en utilisant le golem de pierre, et Blay est resté derrière lui pour gagner du temps face à Sensei. Tous ensemble, ils réfléchissent à une stratégie pour vaincre le double de Frieren. C'est au tour de Lavigne et Canet d'arriver. Étonnamment, elle ne présente aucune blessure, mais cela n'est pas dû à la chance. Lavigne connaît ce donjon car son grand frère y est déjà allé. Elle transmet tout ce qu'elle sait et apprend à l'ensemble du groupe que les doubles sont dus à un Spiegel qui se trouve derrière les grandes portes que garde le double de Frieren. Une fois morts, les doubles disparaîtront. Sauf qu'un sceau extrêmement puissant a été posé sur la porte. Impossible alors d'y pénétrer sans vaincre en amont le double de Frieren. De plus, le temps leur est compté, puisque les doubles se rassemblent à l'antichambre, les mages risquent d'être pris en tenaille, et là, les ennuis pourraient devenir bien plus dangereux. Frieren et Fern prennent alors la décision d'affronter le double seuls. Les autres mages s'occuperont d'intercepter les autres doubles qui vont se ramener. Une fois dans la pièce, le combat s'engage entre Frieren et son double. Fern guette le bon moment pour lancer une attaque dévastatrice, celle qu'elle a apprise et perfectionnée depuis toute petite, le Zoltrak. Le point faible de Frieren réside au fait qu'une fois un sort lancé, sa détection du mana s'estompe une fraction de seconde. C'est à ce moment précis que Fern doit attaquer son double. Frieren fait bien attention de se placer entre son double et Fern, puis s'écarte au dernier moment, une fois que son double s'apprête à lancer son sort. Sous l'effet de la surprise, Fern balance son Zoltrak à toute puissance. Malheureusement, cela n'atteint pas la copie de Frieren, qui esquive ou part toutes les tentatives de Fern. Pour les mages qui attendent à l'extérieur de la chambre du roi, leur mission est d'intercepter les copies pour gagner du temps à Fern et Frieren. Pour cela, ils peuvent compter sur Méthode, qui perçoit la présence des copies aux alentours. Seule la copie de Denken et Fern lui sont introuvables. Richter et Lavigne affrontent les copies de Lavigne et Canet, qu'ils parviennent à vaincre. Cependant, ils se font tous les deux grièvement blessés par la copie de Sensei, qui est arrivée par derrière sans exposer une once de mana. Ils n'ont alors d'autre choix que de casser leur flacon pour invoquer leur golem de terre afin de sortir du donjon. De plus, ils sont dotés de capacités curatives, ce qui permet d'assurer la survie des mages qui abandonnent. Denken arrive juste après, mais il comprend aisément qu'il ne peut rien faire face à elle. Hubble et Land arrivent à leur tour. Hubble pense pouvoir rivaliser face à la copie de Sensei. Il faut dire que sa capacité à trancher ce qu'elle désire est très spécifique. À partir du moment où elle peut visualiser sa cible, sa technique Rilsensen peut trancher absolument tout. Une fois que les cheveux de la copie de Sensei ne la gênent plus, elle parvient facilement à la trancher et à la vaincre. Méthode croise le groupe de Virbol, Ere et Scharf. Elle leur fait part de leur plan d'attaque pour gagner du temps à Fern et Frieren. D'ailleurs, en parlant d'elle, Frieren sait qu'elle est obligée de sortir les grands moyens pour venir à bout de sa copie. Elle provoque une ouverture pour Fern et bien que celle-ci parvienne à la toucher, la copie de Frieren la propulse contre le mur, brisant au passage son bâton. Frieren profite de cette occasion pour la prendre par derrière et élimine sa copie une bonne fois pour toutes. Elles peuvent ouvrir la porte qui mène à la salle au trésor où réside le Spiegel.
Frieren le détruit, mettant fin à toutes les copies. Ainsi, tous les mages encore en vie arrivent à la salle au trésor, validant ainsi la deuxième épreuve. Malgré tout, le combat qu'a mené Fern n'a pas été sans dommage, puisque son bâton, offert par Aether, est en miettes. Frieren demande à Richter de le réparer. Il est connu dans le village pour parvenir à réparer parfaitement les objets brisés. La nuit, en allant se coucher, Fern découvre son bâton comme neuf, posé sur son lit. Elle peut commencer la troisième et dernière épreuve, l'esprit soulagé, aux côtés de Frieren. Et justement, en parlant de cette dernière épreuve, elle est dirigée par Ciri en personne. Elle ne tolère pas qu'autant de candidats soient encore présents pour la dernière épreuve. Elle ne met pas la faute sur Sensei, mais plutôt sur Frieren. Ses capacités hors du commun ont permis aux autres candidats de valider leur billet d'entrée. La dernière épreuve est très simple. Les candidats viennent un par un face à Ciri, et elle dit s'ils sont acceptés ou refusés. Elle décline tout le monde. Canet, Dunst, Scharf, même Frieren en personne est refusé. Par contre, lorsque vient la venue de Fern, elle sent qu'elle perçoit quelque chose de spécial dans son mana. Elle lui pose la question de ce qu'elle voit. Un frémissement dans le flux de son mana. Ciri sourit. Frieren l'a prévenu qu'elle aimerait Fern. Elle lui propose d'ailleurs de la prendre sous son aile, mais Fern décline sa proposition. Elle souhaite rester l'élève de Frieren. Ciri n'est pas vexée pour autant, elle ne compte pas laisser passer un mage doté d'un tel talent. Elle est acceptée en tant que mage de premier niveau. Mais ce n'est pas un cas isolé. Denken, Jubel, Land, Virbol et Méthode sont également reçus. Frieren profite de ses journées à Hauser's pour acheter un tas de grimoires inutiles pour sa collection personnelle. Fern se rend à la cérémonie pour recevoir le sort qu'elle désire auprès de Ciri. Comme elle peut y aller accompagnée, elle décide d'y emmener Stark ainsi que Frieren. Mais une fois arrivée sur les lieux, Frieren est interdit d'accès pour 1000 ans. Ouais, c'est cool. Ciri semble bouder Frieren de ne pas chercher à devenir plus puissante sous son aile. Stark décide également de rester avec elle, laissant Fern se rendre finalement à la cérémonie seule. La nuit tombe, Lernen, un mage de premier niveau travaillant pour Ciri, se présente face à Frieren. Il souhaite la provoquer en duel pour marquer l'histoire de son nom, mais Frieren n'est pas intéressé. S'il ne marque pas l'histoire, il restera dans les souvenirs de Ciri. Cette phrase lui suffit à ne pas chercher davantage le combat. Fern sort enfin de sa cérémonie. Elle annonce à Frieren et Stark qu'elle a choisi un sort qui nettoie les vêtements pour ne plus faire la lessive. Ah, ça c'est pas banal. Et Frieren est fier de ce choix. Tous les autres mages partent de leur côté pour vivre leur propre aventure. Quant à nos amis Stark, Fern et Frieren, ils reprennent la route en direction de Nd, là où se trouve le château du roi démon.